Depuis une semaine, l'affaire Patrick Bruel secoue les matinales de France Inter, de France Info et d'un petit peu tous les médias. Et c'est une affaire qui est à la fois compliquée parce que riche en accusations et malheureusement aussi qui ressemble à de nombreuses autres affaires qu'on a déjà vues. On peut penser à une sorte de réminiscence de l'affaire Weinstein ou d'autres affaires de la période Balance ton porc. Cette affaire, je vais essayer de vous la synthétiser en quelques minutes si jamais vous avez vécu dans une grotte, ce qui est votre droit le plus absolu. C'est donc une collection de plusieurs plaintes qui a été lancée par une première accusation en 2019 et puis beaucoup plus récemment par une accusation de la part de Flavie Flament, qui est une journaliste et intervenante sur les plateaux de télévision pour une tentative de viol. S'en est suivi une série d'autres témoignages. Selon les derniers chiffres, à ma connaissance, 15 témoignages supplémentaires se sont rajoutés. Certains sont à peu près publics, d'autres beaucoup moins. Et il y a un petit peu de tout dans ces témoignages, des choses qui ressemblent effectivement à des propositions sexuelles appuyées, des choses qui sont peut-être plus de l'ordre quelque part simple proposition déclinée ou de la goujaterie ou des choses qui se rapprochent de ceci. Et il y a effectivement une ou deux plaintes pour viol, mais pas forcément tous les détails qui sont communiqués avec. Voilà. Ce beau trophée de plainte a donné lieu à la mise en examen de Patrick Bruel, qui a été placé en garde à vue pendant 48 heures, comme c'est ce que dispose la loi, et qui a été présenté à des juges d'instruction à Nanterre. Il a été question un moment de le placer immédiatement en détention, ce qui finalement n'a pas été le cas. Voilà, je suis en compagnie de Radu Stoinescu. On va essayer de parler de cette affaire, on va essayer de parler de la notion d'agression sexuelle et peut-être au détournement de cette notion dans une partie du discours médiatique ambiant. Et on va peut-être reparler aussi notamment du livre qu'on a sorti il y a vraiment pas très longtemps, Le désir sexuel de Roger Scruton. Je pense qu'il y a un peu un point commun. Voilà. Radu, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ce sujet t'intéresse ? Oui, bonjour mon cher Amos. Oui, bien sûr. Bien sûr je voulais parler de cette affaire, non seulement parce que, voilà, à moins d'avoir échappé à tout le bombardement médiatique en étant reclus dans une cave, on est au courant. Et donc, il m'a semblé intéressant de rebondir sur cette affaire, de la même façon que nous avions rebondi sur l'affaire Loana, parce qu'il y a un éclairage que Scruton, donc, à qui j'ai consacré une année de travail, donc Le désir sexuel, ce gros pavé que vous avez reçu et que d'autres, ceux qui nous écoutent, peut-être vous ne l'avez pas commandé, mais en tout cas, il y a véritablement une actualité de ce texte et je trouve que c'était patent en écoutant les différents témoignages, ce que j'ai pu lire à propos de cette affaire Bruel. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et essayer de disséquer, de mieux nommer les choses, de voir aussi comment la dénomination des choses, des actes, des délits évolue. Bien sûr, avant de plonger là-dedans, on fait un petit point logistique. Alors aussi, sauf à moins que vous n'ayez pas suivi ce qui se passait avec Carmin, nous avons eu droit à un très bel article signé Eugénie Bastier dans Le Figaro au sujet de Culture du vide de Théodore Dalrymple. Donc nous la remercions, nous sommes très contents de la publicité qu'elle a faite aussi bien à notre maison d'édition, à notre travail et bien sûr au livre de Dalrymple en particulier. Donc ça c'est pour nos actualités réjouissantes. Ensuite, deuxième chose, à peu près une semaine, d'ici une semaine, nous lancerons notre club Discord. Donc
certains d'entre vous ont participé à cela à travers la campagne qui a été un succès. Alors, bien sûr, ça, c'était le troisième point qu'on abordera juste après. Mais voilà, le club Discord que nous allons lancer, c'est quoi Discord? Discord est une application qui sert à créer comme une sorte de forum où il y a des salons, comme une sorte de forum de discussion où il y a de la vidéo, du texte. On peut vraiment, c'est très très flexible. On peut faire plein de choses sur un Discord. Ouais, c'est un peu comme un mélange entre WhatsApp et Skype, quoi, en mieux. C'est ça. Voilà, donc c'est très très flexible. C'est pour ça que nous avons choisi cette plateforme. Donc ça sera un espace exclusif, privé, réservé à ceux qui ont payé le droit d'entrée. Nous avons fixé le droit d'entrée à 60 € pour les 7 mois qui nous séparent de 2027. Donc voilà, c'est à cela que correspondent les 60 €. Donc il y aura pour cet argent-là l'accès bien sûr au club, et bien sûr nous animerons le club. Alors ce qui est prévu, c'est au minimum donc une rencontre mensuelle de 2 heures minimum, encore une fois, donc un live où je souhaiterais, où nous souhaiterions, on verra comment va se répartir les rôles, en tout cas explorer des concepts, des idées ou des passages plus particuliers de notre catalogue, ou bien peut-être en dehors de notre catalogue, mais en tout cas, bien sûr, l'idée c'est de d'une part, créer un espace de rencontre entre les lecteurs de Carmin, à ceux qui souhaitent être plus impliqués et qui souhaitent approfondir les idées que nous développons grâce à notre catalogue et aussi bien sûr grâce à ces podcasts. Et ensuite, bien sûr, de vous proposer de cheminer ensemble et d'approfondir des idées que nous survolons en publiant les textes, parce que bien sûr ce sont des textes denses et donc on pourrait passer des années même à les commenter, mais en tout cas voilà, pour vous offrir une mise en perspective, un approfondissement de tout ce qu'on publie par ailleurs. Donc ça c'est le but du club. Tous ces live, donc ces conférences suivies de débats que nous envisageons de faire, seront bien sûr enregistrés pour que ceux qui adhèrent au club mais qui ne peuvent pas être là, parce que bien sûr je pense qu'on fera ça à mon avis les jeudis soirs pour pouvoir vous donner le loisir de sortir le vendredi. Je pense que le jeudi soir est un bon compromis. On verra aussi en fonction de nos emplois du temps, mais en tout cas si vous ne pouvez pas assister au live, vous pourrez toujours réécouter les enregistrements ou écouter les enregistrements donc de la séance que vous aurez ratée. Et bien sûr, vous aurez une avant-première sur les coulisses de Carmin, sur ce qui va suivre, sur le programme de l'an prochain. Très très riche. Hein. On tient à vous remercier donc pour le succès. Donc on arrive au point extérieur, pour le succès de la campagne qui s'est achevée le 7 juin. La campagne avec un énorme coup d'accélérateur sur les 3 derniers jours quand même, faut le dire aussi, parce que c'est ça. En fait c'est toujours, honnêtement, c'est toujours très difficile de prédire ce qui va se passer dans une campagne. Il peut un peu tout y avoir, et souvent en fait il y a une phase d'accélération sur les 2-3 premiers jours parce qu'il y a l'effet nouveauté, etc., et il y a une phase d'accélération sur la fin parce que les gens se disent on arrive à la fin, tiens c'est le moment ou jamais, etc. Et en plus de ça, ça dépend aussi de est-ce qu'on a des gens qui relayent un peu ce qu'on fait, parfois c'est des gens qui à leur petite échelle en parlent autour d'eux, et puis parfois c'est des youtubeurs un peu plus influents, on va dire, qui arrivent à en parler. Donc on a eu un peu de publicité de la part de Modin Malin par exemple, de la part du Hussard, de la part de Juan Asensio. J'essaie de penser à tout le monde, mais il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont intéressés à notre campagne, et on les remercie déjà. Et puis ça a du coup donné un petit coup de boost final, et donc on a eu les 2-3 derniers jours, on était à peut-être 50 catalogues réservés par jour ou quelque chose comme ça. Enfin c'était... Oui, c'est certain. Alors oui, le chiffre final est à peu près, on s'approche à peu près donc de 500, ce qui est très très bien, 500 catalogues donc de 4 livres, donc 2000 livres. On est vraiment ravis du soutien que vous nous avez accordé, de la confiance que vous nous avez accordé à nouveau. Donc voilà, tout le catalogue, donc l'héroïsme et ses coups,
les 2 livres de Becker, suivis du livre de Farrell, suivis de livres de Couran, dont on vous a déjà longuement parlé. On ne va pas revenir forcément sur cela aujourd'hui. Ces 4 livres-là donc, sont en cours de fabrication, enfin un par un. Là, j'ai fini le premier Becker, j'ai en train de finir le deuxième Becker. On enverra les 2 Becker normalement d'un coup. Parce qu'on ne vous cachera pas que les coûts d'envoi, c'est un des gros postes de tout notre business. Voilà. Et bien sûr, il y a les ouvrages de luxe. Alors ça, c'était une petite déception de notre campagne. Je pensais qu'il allait y avoir un engouement un peu plus grand pour les ouvrages de luxe. Je crois qu'on n'a pas assez communiqué, on n'a pas expliqué à quel point ce sont véritablement des ouvrages exceptionnels et qu'en fait, on ne se fait vraiment pas une très grande marge dessus. Hein. Vraiment, c'est plutôt un gouffre financier, on vous l'avouera. En fait, mais on va les faire, on est en train de les faire. On a 3 qui vont arriver dans les jours qui viennent. En fait, on vous enverra les photos, on vous les montrera. Il y a Orthodoxie qui arrive, il y a Culture du vide qui arrive justement, et aussi le visage de Dieu. Voilà, ça c'est son. Donc avec le Sowell qui est déjà prêt, on en a 4 sur les 8. Donc sur les 8 qui sont prévus cette année, c'est-à-dire il reste encore Zone et Châtiment, le Belloc, le Scheller. Qu'est-ce que j'oublie et bien sûr discrimination et disparité. Voilà, donc ce sont ces 4-là qui vont être faits dans les mois qui viennent. Donc je m'excuse auprès de ceux qui ont pris discrimination et disparité de luxe. Ils devront encore attendre un petit peu. Aussi le désir sexuel de luxe. Alors là aussi, ça c'est comme vous l'avez déjà vu, c'est un monstre de 600 pages, ne serait-ce qu'en version ordinaire. Alors en version de luxe, ça sera 2 tomes de 400, reliés cuir, etc. Enfin, reliés simili-cuir. C'est un gouffre financier, on ne vous le cachera pas. Mais on va le faire, parce qu'on tient parole, mais il faut quand même qu'on refasse nos comptes, petit à petit. Voilà. Donc, voilà pour les réjouissances. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Le catalogue de luxe peut toujours être commandé parce qu'on s'était dit, bon, finalement, tant qu'on n'arrive pas à 500, il n'y avait pas de raison de supprimer cette option. Donc on peut toujours se procurer le catalogue de luxe, et on peut même se procurer finalement les luxes un par un. Si vous en voulez plus, vous pouvez nous écrire parce que en fait, voilà, nous on pensait qu'on allait être victime de notre succès et que donc on a constaté que finalement c'était pas tout à fait le cas, et on en est bien désolé. On vous fera des vidéos pour vous montrer à quel point c'est du bel ouvrage, et en espérant que cela vous convainque d'étoffer votre collection. Voilà, mais maintenant passons à Patrick Bruel. Alors attends, peut-être pourquoi ce sujet t'a intéressé déjà à la base? Tu es un fan de Patrick Bruel, tu t'adores toutes ses chansons. Mais bien sûr, il m'avait donné rendez-vous dans 10 ans et j'ai attendu sur la place des grands hommes, et merde alors. Non mais en fait, ouais, je sais pas. Enfin, Patrick Bruel, moi je suis vieux, donc Patrick Bruel, ça me rappelle, oui, mon arrivée en France. Je suis arrivé en France à l'époque de la Bruelmania. C'était un phénomène que je comprenais pas très bien à l'époque. Donc quand même, non, mais enfin. En fait, non, mais il y a plein de choses. C'est surtout parce que j'ai à l'esprit ce que dit Scruton de toutes ces affaires-là, en fait, et c'est pour ça que, en fait, voilà, en toute honnêteté, je trouve que c'est un très bon prétexte pour parler de vraiment des choses importantes, c'est-à-dire de Roger Scruton et de ces idées-là. Notamment de la critique de Roger Scruton de la libération sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu profiter de cette actualité. À mon avis, ce sera une actualité récurrente, puisque finalement, ça m'a l'air d'être un marronnier maintenant, le fait d'accuser des grands figures du spectacle et autres, donc de viol. Et de constituer de ce genre de dossier. Donc il y a ça, et puis je trouve que oui, on assiste à quelque chose de paradoxal en fait, mais qui est une conséquence, à mon avis, de la libération sexuelle, et que l'on n'avait pas prévu lors de la libération sexuelle, que la libération sexuelle allait se métamorphoser en une sorte d'inquisition sexuelle
et de puritanisme. C'est ça qui me semble qui est en train de se passer en fait. Mais je pense que Scruton justement a très bien expliqué les raisons pour lesquelles cela allait arriver. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Et puis parce que il me semble que c'est significatif, que ça peut être grave pour les rapports, pour les relations hommes-femmes, que c'est vraiment, ça rend les choses encore plus confuses qu'elles ne l'étaient déjà, à vrai dire. C'est toutes ces instructions et c'est surtout l'évolution de ce que c'est qu'une agression sexuelle, une tentative de viol, le viol lui-même, tous ces trucs-là, l'évolution de ces définitions judiciaires et les motifs pour lesquels certains hommes pourraient être traînés devant les tribunaux me semble quand même inquiétant, parce que ok, là Patrick Bruel, si j'ai bien compris, dit alors qu'il n'a jamais exercé de contrainte. D'après ce que j'ai compris, voilà, lui dans un garde à vue, il a nié toute contrainte. Il me semble qu'il n'est pas nié autre chose, mais en tout cas pour lui, et c'est là où c'est intéressant. Je pense que c'est un homme en quelque sorte has-been. S'il est has-been, c'est en sens que pour lui, le viol, c'est la contrainte, c'est la violence. Oui, alors tu dis le viol, mais bien sûr c'est pour des raisons youtubesques. Hein, c'est pas que tu as une dyslexie nouvelle. Oui, c'est un peu plus même par ironie par rapport à l'algorithme. Mais en fait, c'est ça. En tout cas, je pense que, en tout cas, sa défense à lui, si j'ai bien compris, c'est de dire voilà, il n'aurait pas nié des agissements qu'on pourrait considérer peut-être de la goujaterie mais il a nié toute contrainte en fait, et toute forçage, toute violence au sens le plus propre du mot, c'est-à-dire véritablement de plaquer quelqu'un contre un mur et vraiment la violence. Moi je pense que la violence, ce qui me semble à mon avis dangereux, c'est voilà, encore une fois, quand on a mal nommé les choses, on accroît le malheur du monde. Tout ne peut pas être de la violence, parce que aujourd'hui on parle de violence verbale, de violence symbolique, de violence physique. On met de la violence à tous les sauces, et à mon avis c'est mauvais, et c'est une façon de relativiser justement les vraies violences en fait. Quand on en a parlé de Charlie Kirk, si la violence verbale c'est la même chose que la violence physique, alors en fin de compte tirer sur quelqu'un c'est la même chose que lui dire qu'il est un salaud en fait, mais ça va pas en fait. Si tout est violence, rien n'est violence, et c'est une façon de justement d'amoindrir la gravité des vraies violences. Donc je pense qu'il faut on va essayer de remettre un peu de clarté dans tout ça. C'est l'objectif de ce podcast. Parce qu'il me semble qu'il y a une énorme confusion qui se développe avec le fait que l'on puisse recevoir que les plaintes aient pu être considérées en fait, alors que d'une façon moi il me semble qu'on s'avance pas trop en disant qu'il n'y a pas eu de contraintes physiques. Je sais pas, d'après ce que j'ai vu comme témoignage. Il y a un ou deux témoignages sur lesquels je me suis posé la question, mais j'ai pas eu suffisamment d'éléments pour en être absolument certain. J'ai l'impression que s'il y a potentiellement un ou deux cas sur lesquels ça pourrait être une histoire de peut-être d'un abus un peu plus fort que une simple proposition qui a été mal perçue. Ceci étant dit, le gros de ce que j'ai lu et le gros des plaintes, et on se retrouve toujours dans le même syndrome. Moi, franchement, il y a quelque chose qui m'agace dans tous ces traitements médiatiques, c'est que le nombre ne remplace pas la gravité des faits, en fait. C'est pas parce qu'on rajoute 35 micro-agressions ou 35 propos qui ont pu choquer que d'un seul coup, il s'est passé un acte très grave, en fait. C'est des choses qui sont très différentes. On peut mettre 35 remarques désagréables à quelqu'un, c'est pas parce qu'on a mis 35 que d'un seul coup c'est devenu une violence physique. C'est des choses qui sont sur des plans différents. Donc toute cette espèce de confusion entretenue sur c'est une tentative
de Yole, c'est une proposition qui a été mal perçue, c'était une remarque déplacée, etc. Tout cette espèce de continuum où on explique à mots couverts qu'en fait, le simple fait de proposer une interaction intime à une femme est déjà une sorte de Yole, c'est gênant en fait. C'est vraiment des choses différentes. Et encore une fois, comme toi tu l'as très bien dit, à partir du moment où tu considères que le simple fait de dire est-ce que tu veux aller boire un verre, c'est déjà du Yole, dans ce cas-là, on a un peu nié les violences réelles subies. Dans ce cas-là, on est en Arabie Saoudite, en fait, littéralement. C'est ça qui est drôle. En fait, si le simple fait d'avoir une interaction avec un membre du sexe opposé, ça devient un crime, parce que c'est ça là. Oui, parce que quelle est la différence entre ça et ce que font les talibans? C'est ça qui est quand même quelque part tragicomique, en fait. Parce que, je pense que, il y a... en tout cas, bien sûr, nous, on ne se substitue pas à l'enquête en cours, on ne voit pas comment on pourrait se substituer, on réagit à partir des articles de presse qui sont à la disposition de tout le monde. J'aimerais juste relire un des articles qui est considéré comme qui est une des bases des plaintes. Alors, ça c'est un article que j'ai retrouvé qui est en Femme Actuelle du vendredi 12 juin, qui porte bien sûr ce titre. Abasourdi, l'ex-compagnon d'une des plaignantes dans l'affaire Patrick Bruel révèle cette phrase terrible qu'il aurait prononcée en voiture. Alors, déjà, on comprend tout le truc putassier, de Femme Actuelle, voilà, on va racoleur, voilà, de l'intitulé. Mais alors, de quoi s'agit-il? La fameuse phrase terrible qu'il aurait prononcée. Déjà, tu vois, entre la phrase terrible, qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors, encore une fois, je cite l'article. Donc, face aux caméras de BFM TV, mardi 8 juin, Patrick Tamine, ex-mari de Karine Wieser, donc c'est même l'ex, se souvient avoir longtemps eu une très bonne image de Patrick Bruel. Exceptionnellement, il s'occupe alors des transports du chanteur. Il se trouve alors au volant d'un véhicule. Patrick Bruel monte à ses côtés alors que Karine Wieser se place à l'arrière. C'est alors que le chanteur aurait déclaré « Karine, quand on arrivera à l'hôtel, on peut peut-être en profiter pour se faire plaisir ». Alors ça, c'est ça la phrase terrible. Donc, une remarque qui laisse Patrick Tamine, donc le mari qui était le chauffeur, donc le chauffeur éventuellement Candole de l'histoire. Mais en tout cas, voilà. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture qui aurait dit « Patrick, mollo, je te rappelle que c'est son mari au volant ». Alors, Patrick Tamine... D'ailleurs, on ne sait même pas s'il le savait, en fait. Si ça se trouve, il ne le savait même pas. Oui, Patrick se souvenir parfaitement de ce que le chanteur aurait rétorqué. « Je ne te parle pas de faire un beau mariage, je te parle de deux adultes qui s'amusent. » Bon, une simple remarque, mais plus tard, Patrick Bruel aurait tenté de forcer la main à Karine Wieser. Apparemment, il aurait essayé de l'approcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a amené dans les toilettes et là, il l'a attrapé dans les poignets, il l'a attiré dans les toilettes, il a fermé à clé, il a essayé de l'embrasser. Et il aurait imposé des gestes déplacés. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ses mains qui caressent mes jambes, qui remontent sous ma robe. Plusieurs fois, elle lui aurait répété non, ce à quoi il aurait répondu « Mais si, je sais que t'attends ça depuis ce matin, elles apprécient toutes. » Enfin, la jeune femme serait parvenue à se défaire de cette prise. Immédiatement, le visage de Patrick Bruel redevient tout à fait normal. Donc ça, c'est les faits. Ok, d'accord. On est autant au courant que vous. On peut considérer que c'est de toute évidence... peut-être sûrement déplacé de faire des avances à la femme de quelqu'un devant lui. C'est déplacé de peut-être d'enfermer à clé et d'essayer de faire des choses. Mais est-ce que c'est, encore une fois, de la violence? Alors, c'est une initiative, certes, non, il n'a pas demandé le consentement, si on prend ça comme ça. Il l'attire dans les toilettes. On ne sait pas trop comment... Là aussi, c'est un peu bizarre. Il faudrait refaire le film. Comment est-ce qu'il l'amène aux toilettes?
moi je serais là à me dire, ok, je comprends, enfin tu vois, je comprends pas très bien comment ça se passe en fait, parce que généralement, surtout si elle est pas d'accord, tu t'attendrais à ce qu'elle elle crie ou qu'elle dise non, lâche-moi. Apparemment, elle dit non. Bon, elle dit non. Bah oui, elle lui aurait répété non, et puis après, bon, lui il aurait dit cette phrase, ok, mais je sais que tu attends ça depuis ce matin, ok, bon, bah très bien, mais en tout cas lui, il préjuge de son désir pour lui. Okay. Un mec qui a connu, c'est-à-dire il a connu la Bruelle Mania, d'accord, où les meufs se jetaient littéralement sur lui. Bon, il a peut-être toujours la grosse tête et il se croit toujours avoir 30 ans et être l'idole des jeunes. Mais bon, j'en sais rien. C'était en quelle année cette affaire-là Ça, je sais pas, ça a l'air d'être il y a 15 ans. Pour moi, c'était vers 2010, mais peut-être que je... Oui, c'est ça, c'était 2010, voilà. Donc c'était il y a 16 ans, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, Patrick Bruel, mais en tout cas, je crois qu'il a 67, si je me trompe pas. Je crois qu'il devait avoir plus de la cinquantaine, bon, peu importe. Mais en tout cas, bon, ok, ça c'est un des faits. Bon, en tout cas, moi ce que je veux dire, c'est que par rapport à des jeunes femmes qui se retrouvent prises dans une tournante, d'accord, qui se trouvent prises et détruites et véritablement... à qui il arrive véritablement des horreurs indicibles que je ne détaillerai pas à cette antenne, mais que donc vous savez souvent les descriptions assez libres dans plein d'autres articles. Je veux dire, ça, c'est certes un comportement qu'on peut dire peut-être gênant, mais est-ce que... Et déplacé quand même. Et déplacé, mais est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est une agression? C'est-à-dire que... il prend des initiatives. Quand elle lui dit non, il insiste un peu. Il s'est arrêté quand même relativement vite. Et puis il arrête. Bon, donc voilà, il insiste et elle dit non et il s'arrête. Bon, je sais pas, moi je pense que toutes les... Enfin, c'est peut-être déplacé, mais est-ce que c'est quand même pas dans des limites... Bon, dans des limites non pénales, encore une fois. Est-ce que ça, c'est une tentative de viol? Tu vois, parce que, ok, d'après ce que je comprends, là, c'est la base de sa plainte, là. Je sais pas si... Enfin, donc, il y a eu la plainte de cette Karine a été, donc, reçue sur la base de cette histoire, si je comprends bien. C'est ce que j'ai compris aussi, ouais. Donc, tu te dis, mais... D'accord, donc il y a des juges qui considèrent que ce qu'a fait Patrick Bruel, si on a exactement les mêmes éléments que ce qui est dit dans cet article, bah, que ça, c'est quelque chose qui déjà en soi constitue une agression inacceptable. Bon, moi je pense que je me demande si les auditeurs partagent la même stupéfaction que moi. Je veux dire, quelqu'un à qui on dit non et qui dit ok d'accord, bon tu m'as dit non, il reprend contenance et puis il arrête. Bah ça, bon, je vois plus que quelqu'un, justement, plutôt un homme qui arrive finalement à se contrôler, finalement, non, parce qu'il est pas comme si il était devenu voilà une bête incontrôlable et que il s'est contrôlé, elle a compris qu'elle ne voulait pas céder à ses avances, et basta. Bon. Et fin de l'histoire. Il aurait pu le comprendre verbalement. Je pense que c'est ça c'est ça qui choque probablement les juges dans ce genre d'affaires, c'est que peut-être ça, c'est que moi c'est aussi une des choses qui me surprend un petit peu dans ce genre d'histoire généralement, c'est que tout le monde considère que la modalité verbale est la seule manière d'obtenir une proximité sexuelle, etc. Je ne sais pas si tu as remarqué ce phénomène aussi. Ils considèrent que quelque part le deal devrait être négocié verbalement avant d'exister. Tu vois, je veux dire, il faudrait discuter le consentement, tout ça, de manière uniquement verbale. Mais on pourrait presque dire que c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, je veux dire, je vais aller dans ton sens. Quand dans la fameuse phrase qui a laissé abasourdi le mari, est-ce qu'il n'est pas en train de discuter justement de ça? Qu'est-ce qu'il dit? La fameuse phrase qui le laisse abasourdi, c'est bien ce qu'il dit. Karine, quand on arrivera à l'hôtel, on peut peut-être en profiter pour se faire plaisir. Est-ce qu'il n'est pas en train de verbaliser littéralement ses intentions et voilà. C'est-à-dire que ou bien il n'a pas
il a verbalisé ses intentions. Tu vois, c'est ça qui est. Je vais exactement dans le sens que. Il faudrait verbaliser. Patrick, il a verbalisé. Hein. Il a dit. Mais je pense qu'en fait, typiquement, quelque part, tu sais, c'est toujours un peu l'espèce de zone floue. C'est que je présume qu'il a compris sur le coup que non, mais il y a le mari à côté, ça va pas bien se passer, cette histoire, ça peut pas marcher. Mais il a dû se dire, si ça se trouve, si je lui redemande quand il n'y a pas le mari à côté, elle va pas dire pareil. Et moi, je crois que c'est ça un peu le malentendu derrière cette histoire-là en particulier, tu vois. Non ? J'en sais rien, moi je veux pas me lancer dans les spéculations. Je veux juste souligner qu'il est parfaitement en train de poser ses intentions, d'accord ? Si on parle de verbalisation, il n'a pas pris par surprise Karine, d'accord ? Il a pas... Et donc, oui, mais quand elle lui a dit, quand son mari lui a dit non, il n'a pas accepté ce non. mais c'est même pas. Non, on ne sait pas ce qu'il dit le mari d'ailleurs. Justement, il est abasourdi. Ça, c'est son sentiment intérieur là, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de remarque. En tout cas, l'article ne raconte pas qu'il ait dit quelque chose. L'ex-mari d'ailleurs ne fait que nous confier aussi ses émotions passées, comme si elles avaient un quelconque poids légal d'ailleurs. Enfin bon, ces émotions. Mais bon, donc ça c'est premier témoignage. Alors il y a celui-là, il y en a un autre qu'on avait retrouvé, c'était sur, alors apparemment une autre jeune femme, qui s'appelle Ophélie Fagefer. Alors c'est une affaire apparemment de 2015, que elle était. Alors, elle, apparemment, elle voulait avoir des conseils du chanteur, pour sa carrière, bien sûr. Et lui, il lui propose de venir chez lui parce qu'il a un piano. Donc, ça, c'est l'avocat de la plaignante qui dit ça. Donc, ça finit au bord de la piscine. Il va la forcer à l'embrasser et à entrer dans la piscine. Et dans la piscine, il va lui infliger une pénétration digitale. Ça, c'est ce que dit l'avocate. Bon. Alors, donc ça, apparemment, j'avais vu une autre histoire une autre version de cette histoire, qu'il l'aurait invité chez lui, il aurait dit de venir dans la piscine, elle aurait refusé, et lui, il aurait dit, si c'est comme ça, vas-y, tu peux partir. Et finalement, elle serait restée quand même, et bon, après, il a essayé de l'embrasser, et donc elle a fini par lui prodiguer un certain mouvement de va-et-vient sur son membre tumescent. Bon, mais c'est pas aller plus loin que ça en fait. Mais là encore une fois, il la séquestre pas, il l'enferme pas, il l'attache pas au radiateur. Enfin, quand on parle des affaires sordides malheureusement qui défraient la chronique régulièrement, quand on a affaire à des violences sordides qui finissent parfois même avec des meurtres, la victime, elle est, quand on parle de contrainte, oui, elle a été attachée, ils étaient 5, enfin, voilà, on parle bien de contrainte, c'est jamais, il m'a dit, que tu peux partir, mais en fait, je suis pas parti. Mais, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quelqu'un dit, tu peux partir, et tu pars pas. C'est... en fait, alors déjà pour être tout à fait honnête, je pense il y a quand même tout ce genre d'affaires, faut quand même se rendre compte qu'elles arrivent dans des sphères qui n'ont en fait pas grand chose à voir avec celles que fréquente l'immense majorité de nos concitoyens. Et quand tu as des millions de fans qui te courent après toutes les 5 minutes, etc., tu as forcément un rapport au monde qui est un tout petit peu différent de ce que peut avoir le caissier chez Lidl qui connaît peut-être vite fait 2 voisines et 3 personnes de vue qui pourraient être intéressées éventuellement par ces charmes de caissier de Lidl. Bon. D'autre part, il y a un certain nombre moi, il y a un des aspects aussi qui me fascine, c'est que il y a un certain nombre de gens qui sont des arrivistes, en fait. Ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à un peu tout pour réussir,
qui sont prêts à acheter tu veux dire certaines jeunes femmes qui sont prêtes à coucher pour monter des ça en fait partie et malgré ma très modeste influence internetique, ça m'est déjà arrivé, alors ça pas tout le temps, mais ça peut-être tous les... T'as couché pour arriver ? Tous les 1 an ou 2, j'ai quelqu'un qui me fait une proposition plus ou moins indécente, en m'expliquant gentiment que en échange de je sais pas quoi... Je suis jaloux. Moi pourtant, on m'en fait pas, moi. Qu'est-ce qui se passe là ? Bah voilà. Bon, je crois que l'année dernière en date, c'était quelque chose comme il y a 1 an, il y avait une comédienne qui m'avait dit mais moi j'ai fait un spectacle, mais ça décolle pas, ça marche pas trop. Ah mais tu voudrais pas en faire de la pub, tu sais, machin. Et en fait j'ai très très rapidement compris qu'il y avait un deal qui était proposé et je dis non. Et puis mais je veux dire, c'est quelque chose qui existe et je pense que des types comme Patrick Bruel, avec les réseaux, l'influence, les managers, les accès aussi aux radios, aux chaînes de télé, etc., à la presse, que ce genre de personne a, des propositions comme ça, lui, il n'en reçoit pas une tous les 2 ans en fonction des coups du hasard, tu vois. Pour le coup, je pense que lui, c'est répété et c'est peut-être même quotidien, en fait. Bon, donc nécessairement, ça biaise un petit peu toute l'analyse, parce que, je veux dire, on part du principe que tout ceci se fait entre une personne qui est innocente et qui pensait juste aller jouer au piano, et quelqu'un qui l'a forcé à venir avec lui dans la piscine. Et la réalité, c'est que non, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est a priori quand même qu'il y a eu une sorte de... Enfin, à la base, il y a quand même eu une sorte de demande formulée d'avoir accès à un contact plus personnel pour soi-disant mieux comprendre comment percer, comment améliorer sa carrière, etc. Il y avait quelque part, les deux parties avaient un intérêt dans cette interaction au départ. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'ok, là, on arrive sur une autre confusion possible. C'est qu'est-ce que ça veut dire forcer quelqu'un ? Moi, je pense que c'est ça, à mon avis, qui... ok, si ce qu'a fait Patrick Bruel avec cette jeune femme au bord de la piscine, c'est du forcing, on pourrait dire que toutes les péripatéticiennes du monde pourraient accuser leur client de forcing, en fait. Parce que si la logique est je veux tel résultat, le gars me demande que pour avoir tel résultat, il faudrait que j'utilise mes charmes physiques. Donc il m'a posé une condition. Grosso modo, la péripatéticienne, elle dit je veux l'argent du client. Le client dit ah oui, ok, je sais que tu veux mon argent, mais je suis désolé, pour avoir mon argent, il va falloir faire ci, ça, A, B, C, D. Et la péripatéticienne m'a dit ok, il me force à faire un truc pour avoir de l'argent. Enfin, c'est une façon un petit peu abusive, encore une fois, de définir ce que ça veut dire forcer, d'accord. C'est de la même façon, cette jeune femme, Ophélie, qui voulait avoir des conseils pour sa carrière et pour... elle voulait... peut-être un certain objectif. Patrick Bruel lui pose certaines conditions qui sont, on peut considérer d'un point de vue gentleman, déplacées. Mais c'est un contrat pas terrible pour les deux parties, mais ça a l'air d'être un sorte de contrat verbal. Grosso modo, ok, ma chérie, tu vas y passer parce que voilà, mais est-ce que ça, c'est une violence? Ou c'est tout simplement un contrat sordide. Ça, c'est là où les choses changent, en fait. Parce que moi, je comprends que Patrick Bruel dise j'ai forcé personne. Il pose ses conditions. Donc, c'est tout à fait différent que d'attacher la personne et de lui faire subir des tas de sévices. Voilà. Donc, ça, c'est. Parce qu'encore une fois, si cette chose-là est requalifiée en viol ou en tentative de viol, en fait,
est-ce qu'on ne passe pas, enfin, est-ce que la gravité de ce que c'est que d'attacher quelqu'un et de lui faire subir des horreurs et un calvaire pendant des heures, des jours, des mois, il y a des cas que ça arrive comme ça, est-ce que ça, mettre ça sur le même plan, est-ce que c'est pas travestir la réalité en fait? C'est ça qui me semble complètement, enfin, absurde en fait. Et je pense que quel homme va encore prendre n'importe quelle initiative avec une femme à partir de là aussi. S'il pense que 15 ans après, ça pourra être considéré comme une agression sexuelle, en fait. Parce que le fait de prendre une femme par un poignet et de l'entraîner dans une chambre, comme je reviens sur la première affaire, là, avec le premier cas de figure dont il parlait avec... comment elle s'appelait là, Karine Wieser là. Bon, le fait de prendre une initiative aussi simple, ah oui tiens, je la prends par la main et on va se retrouver. Ben ça c'est un genre de geste que, à mon avis, pas mal de gars ont fait en soirée pour essayer de se retrouver avec leur chérie dans un coin un peu plus tranquille. Bon, c'est une initiative, on va dire masculine basique en fait. Donc de prendre une certaine initiative pour se retrouver un peu à l'écart. Mais est-ce que prendre une initiative pour se retrouver à l'écart, ça sera tout à coup requalifié en agression sexuelle, systématique, avec jurisprudence Bruel, quoi. Enfin bon, ça c'est des questions rhétoriques, je dirais, mais tu avais envie de parler de Roger Scruton, je crois. Parce que oui, mais j'avais envie de parler de Roger Scruton parce qu'en fait, toutes ces questions rhétoriques, elles émergent d'une certaine conception de la sexualité, justement, qui a été très bien résumée par Roger Scruton et contre laquelle il se bat. Et cette conception de la sexualité, ça m'a frappé, en lisant cette déclaration de Patrick Bruel, c'est celle selon laquelle, voilà, c'est deux adultes qui se font du bien, en fait, d'accord ? C'est ça qui m'a frappé, deux adultes qui s'amusent, littéralement. Deux adultes qui s'amusent. Alors, donc ça m'a rappelé des choses que j'avais lues justement sous la plume de Roger Scruton. Alors, je vous ai traduit, donc, pour les besoins de ce podcast, un petit extrait d'un article qu'il avait écrit à l'époque de l'affaire Clinton. Alors bon, pour les jeunes générations, c'est antédéluvien tout ça. C'est l'affaire Clinton. On reviendra pas là-dessus, mais ça avait ébranlé toute la sphère américaine parce qu'il s'était fait faire une petite gâterie dans le bureau ovale et bon, ça avait déclenché des tas de remous jusqu'à la Cour suprême. Enfin bref, ça vous allez lire Wikipédia et votre ami. On va pas revenir, mais c'était juste à cette occasion-là. Donc c'est 98, un article de Scruton. Et je vais vous lire quelques passages premièrement parce que j'aime bien Scruton et parce que c'est exact. Vous me direz si c'est pas en lien avec notre affaire Patrick Bruel. Le premier résultat de la révolution sexuelle ne fut pas de changer le comportement des gens, mais de changer leur conception de la sexualité. Et là, on arrive à la conception bruelienne de la sexualité. À la suite de leur libération, les gens ne faisaient plus l'amour. Ils avaient des rapports sexuels. Avoir des rapports sexuels n'implique aucun lien émotionnel ni engagement à long terme. Cela n'implique rien de plus que des sensations plaisantes mutuellement provoquées. Une fois que l'on perçoit la sexualité de cette façon, le paysage moral change. L'homme qui a 365 partenaires par an, Patrick Bruel, tous étrangers, n'est pas pour autant plus pervers que l'homme qui limite ses attentions à son épouse qu'il aime. Car aux yeux des libérés, ils font la même chose. S'il existe une question morale pertinente, c'est celle du consentement. Bien que, pourquoi il serait plus condamnable d'avoir des rapports sexuels avec une victime récalcitrante que de la chatouiller ? Cela, aucun partisan de la libération sexuelle ne l'a jamais expliqué. Ça, j'insiste beaucoup dans la préface du livre de Scruton sur cet aspect-là. Les libérateurs ne peuvent pas expliquer l'horreur du viol, justement. Voilà, Scruton explique très bien pourquoi le viol est horrible, mais ça, ce n'est que concevable si on considère qu'il se passe autre chose que des sensations plaisantes ou déplaisantes. Le second résultat de la révolution sexuelle fut de saper les défenses féminines. Si la sexualité n'est rien d'autre qu'une excitation des parties génitales, pourquoi tout ce tintouin ? Pourquoi la honte, la pudeur et l'hésitation ? C'est là que le sinistre message du docteur Kinsey, le fameux rédacteur des rapports Kinsey, et il fut avidement gobé par les hommes, moins avidement par les femmes,
lesquelles furent néanmoins poussées par la honte à devenir impudentes. Ça, c'est parenthèse, je vous renverrai à un livre, un sérancier, encore une fois, d'Alain Finkielkraut et de Pascal Bruckner, Le nouveau désordre amoureux, où déjà c'est un livre de 69 de mémoire, où ils sont déjà en train d'étudier justement ça, c'est-à-dire que justement le fait que on culpabilise les femmes pour qu'elles deviennent dévergondées, en fait. C'est exactement ce que dit Scruton aussi dans cet article de 98. Résultat, la barrière entre les sexes est devenue perméable. Le bouclier qui ne devait être brisé que par l'amour fut rongé par la curiosité. On attend désormais des femmes qu'elles se comportent comme des homosexuels dans les bains publics. Toutefois, lorsque les femmes encouragées à se comporter de la sorte réalisent ce qu'elles ont fait, elles font souvent l'expérience de ce curieux retrait rétrospectif du consentement qui a inspiré une nouvelle espèce de plainte pénale féminine. Cette déprimante série d'événements, appelée viol de rencontre, donc date rape, par les féministes, est présentée comme une preuve supplémentaire de la nature exploiteuse des hommes. Il n'en est rien. C'est la preuve du caractère destructeur de la libération sexuelle qui a mis en péril tout ce qui donne à une femme confiance en ses sentiments sexuels. Ces sentiments sexuels, c'est exactement l'objectif du livre de Scruton, c'est d'expliquer que sexe et sentiments sont parfaitement compatibles, que le sexe peut être une expression de l'amour, en fait. Peut et doit, hein, même, d'ailleurs. Donc, confiance en ses sentiments sexuels, l'amour, l'engagement, le mariage et la famille. La fureur de la féministe américaine traduit la reconnaissance, le cœur brisé, que ces choses ne sont plus disponibles, si ce n'est en prêt temporaire, et que pour les femmes les plus séduisantes. Alors ensuite, dernière remarque de Scruton, un troisième résultat de la révolution sexuelle est l'amenuisement du sentiment érotique. Cette concentration intense sur l'objet du désir, ce mystérieux désir de posséder ce qui ne peut être possédé mais seulement chéri, disparaît rapidement du monde. À sa place est venue une luxure simiesque. Le foyer s'est déplacé du particulier vers le général, du regard humain vers la fonction animale, de l'âme immortelle vers l'enveloppe mortelle. Le partenaire sexuel n'est plus l'objet du sentiment sexuel, mais le moyen d'y parvenir, un composant de la machine à plaisir. Et dernière remarque de Scruton, on ne se libère pas de la culpabilité en devenant impudent. On ne fait que s'ouvrir à une culpabilité d'un autre genre. Ceux qui font l'amour s'assurent la loyauté et la confiance d'une autre personne. Ceux qui ont des rapports sexuels ne peuvent jamais être sûrs d'être aussi richement récompensés. Au contraire, leurs aventures sexuelles sont lourdes de suspicion. Et le coût de cela est une nouvelle forme de culpabilité. La culpabilité de la trahison de soi, alors que le monde retire sa confiance et que l'amitié et le respect semblent inaccessibles. Voilà, je finis ma citation de Scruton. On mettra le lien vers l'article en anglais aussi pour ceux qui veulent le lire dans son ensemble. Et moi j'étais frappé parce que forcément quand j'ai lu sous la plume du journaliste la déclaration de Bruel, là cette histoire de voilà on va se faire plaisir entre adultes, ben, je me suis dit mais c'est exactement ça en fait. Non, mais est-ce que ça n'a pas toujours été l'astuce de tous les Don Juan classe et moins classe que d'essayer de faire diminuer dans l'esprit de la personne qu'ils essayaient de séduire le coût de l'intimité? Est-ce que ça n'a pas toujours été la même astuce oui et non. Que de dire... Rappelle-toi par exemple, je sais pas, mais tu prends Johnny Hallyday. Oui, on va passer un bon moment, que ce soit pour une minute ou pour aller jusqu'à l'hôtel chanter en latin. Je sais plus la chanson exacte. Oui, je te promets. Promets. Pas toute la vie, mais quelques heures. Pas toute la vie, mais quelques heures. Ouais. Est-ce que ça n'a pas toujours été un peu la même rengaine, en fait? Je dirais non, parce que genre le séducteur d'antan, tu prends un Don Juan dans la pièce de Molière ou dans l'opéra de Mozart. Non, Don Juan, justement, s'il séduit, c'est qu'il essaye d'expliquer que l'amour va déboucher sur quelque chose, justement, aux femmes. Il les séduit en leur promettant plus ou moins le mariage. Le truc classique du séducteur, la figure du séducteur qui ruinait les familles, d'accord, le séducteur, du moment où le mariage était indissoluble, où il y avait... la figure du séducteur était dangereuse parce que, justement, il promettait le mariage, justement, il promettait fidélité et il ne tenait pas, en fait.
la figure classique du séducteur. Non, il ne diminuait pas la culpabilité. Il disait qu'il allait tenir parole et il tenait pas parole. Bon, c'était. Et d'ailleurs, il y a un film terrible que je vous. Bon, moi, je savais que j'aime le cinéma, et j'aime les vieux films en noir et blanc. Il y a un film terrible, le film qui a valu à Signor Signoret un Oscar. Qui s'appelle Une chambre avec vue. Vous pouvez voir ce film, c'est un film magnifique. Une chambre avec vue, A Room with View en anglais, qui raconte cette histoire. Donc, il y a plusieurs histoires, mais ça parle justement de la figure d'un séducteur. Qui accomplit exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il va parvenir, d'ailleurs, en séduisant la fille qu'il faut d'un riche industriel, etc. Ça, c'était... Donc, je pense que il y avait cette figure-là du séducteur qui promettait, au contraire, qu'il allait tenir les engagements sentimentaux et sociaux qu'il n'allait pas tenir, en fait. Et donc, voilà, la fille perdait sa vertu et elle se retrouvait jeune mère, où bon, il y avait tous ces drames du séducteur qui avait pas assumé justement la paternité, en fait, qui n'avait pas assumé ses responsabilités, en fait. C'était un truc basique des années 50. Voilà, le jeune homme prend tes responsabilités. Il fallait que t'as ces scènes dans les vieux films où le père de la fille va voir le jeune homme et il lui dit bon, mon gars, tu vas prendre tes responsabilités, sinon ça va barder. Sinon, il y aura quelques conséquences. Bon, donc ça c'est. Je pense que ça c'est révolu justement. Et donc, ça a été remplacé par quoi ? Comme le dit Scruton, ça a été remplacé par une conception kinseyenne, on peut dire, de Kinsey, selon laquelle il n'y a pas de moralité de la sexualité. C'est ça donc il n'y a pas de conséquences. Tout cela n'est que un chatouillement des organes. Donc c'est bien cela que Scruton dénonce, et surtout ce qu'il explique. C'est là où Patrick Bruel, moi je pense qu'elle met ça en lumière. J'essaye de montrer en quelle mesure Scruton éclaire vraiment tout ça. Oui, Patrick Bruel, il est totalement dans une vision libérée de la sexualité. Je suis un individu libre qui propose à d'autres individus libres de se faire plaisir entre adultes. Point. D'accord ? Où est le problème ? Moi, je pense qu'il est totalement dans la libération sexuelle classique. Je dirais même que le premier cas que tu avais choisi avec le mari dans le bus qui était abasourdi. C'est dans un taxi. Il est dans une voiture. Excuse-moi, dans un taxi, confirme encore plus ce phénomène-là, parce que si tu veux, quelque part, c'est le libéré absolu qui dit ah bon, mais non, mais c'est pas parce que t'es marié que tu peux pas. C'est ok en fait. Ça n'a pas. Mais d'ailleurs, on ne voit pas. D'ailleurs, le mari, il dit pas, il va pas lui casser la gueule à Patrick Bruel. Il est abasourdi, d'accord. Encore une fois, dans la description, je trouve qu'il y a quelque chose de nul aussi, tu vois. Je veux dire, j'avoue que ça m'a surpris aussi, en fait, parce que tu t'attendrais à ce que, normalement, si sa femme ne le fait pas, c'est à lui de le recadrer, en fait. C'est ça. Tu vois, si elle lui met pas directement un nom brutal, voire même une claque, c'est à lui de faire le taf et d'aller lui dire écoute, je crois qu'on s'est pas bien compris, en fait je suis son mari, donc s'il te plaît. Non, mais ça veut dire que le mot mari a perdu tout son sens d'ailleurs. Et d'ailleurs le Bruel, quand il dit je ne te parle pas de faire un beau mariage, je te parle de deux adultes qui s'amusent, tu vois, en fait, tu vois, les choses sont totalement... Lui, il est totalement dans cette vision totalement libérale-libertaire, comme on pourrait dire. Grosso modo, mais en fait, rien n'engage à rien. On se fait plaisir entre adultes, on s'amuse, ça n'a pas de conséquences. De quoi vous plaignez-vous, en fait ? Et je crois que c'est Patrick Bruel qui est abasourdi, que sa conception de la sexualité, tout à coup, lui cause des problèmes. Parce qu'en fait, et c'est bien pour ça que c'est quelque chose qui est très drôle à suivre, c'est qu'on se demande sur quelle conception, actuellement d'ailleurs, se basent tous ces féministes et les juges, etc., pour considérer que Patrick Bruel était dans son tort de vivre comme ça, en fait.
On peut dire que c'est une goujaterie, mais c'est une goujaterie du point de vue d'une ancienne morale de gentleman, comme on voudra. Mais c'est pas du point de vue de la morale de la morale de libéré. Non, c'était je propose, je suis disposé, tout est contractuel. Je te propose, tu veux bien, tu veux pas bien. Et comme il le dit pour sa propre défense, moi j'ai forcé personne. Je propose, je peux être un peu plus insistant, mais s'il dit non, j'ai pas forcé, j'ai jamais forcé. Tu vois, donc moi je suis curieux de voir la suite que ça peut prendre, parce que sur quelle base, en fait, on pourrait considérer que ce qu'il a fait, justement, est véritablement cause du tort. Parce que c'est ça, en fait, quand la loi est censée réprimer quelque chose qui cause un dommage, d'accord. Okay. Donc c'est là où je reviens sur la démonstration de Scruton. La vision libérale, qui est celle qui domine nos médias et notre monde juridique, etc., c'est la vision libérale de la sexualité, à part la question du consentement, ne se pose pas d'autres questions, d'accord. Mais il y a quand même dans toutes les affaires juridiques, il faut que tu prouves qu'il y a eu un dommage de causer à quelqu'un, d'accord. Pour que quel dommage est infligé à une femme que tu prends par le poignet, que tu essayes d'entraîner dans une pièce, elle refuse, il se passe rien. Bon, faut prouver que tu as causé quelque chose. Mais plus loin, Scruton va plus loin en disant, mais du point de vue de la conception libérale, pourquoi est-ce que le viol, le réel, c'est-à-dire avec pénétration, avec des tas de choses, avec sévices, avec violence, avec avec contrainte, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Selon la conception libérale, pourquoi est-ce que ça, à part bien sûr que c'est peut-être désagréable physiquement, que c'est pas des sensations très agréables, même peut-être douloureuses, pourquoi est-ce que le viol serait si grave si on considère que de toute façon il ne s'agit que de sensations physiques, parce que c'est ça toute la démonstration de Scruton. S'il ne s'agit que de fait d'éprouver des sensations, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, si ce n'est qu'une histoire de sensation, on ne peut pas comprendre que c'est si grave, en fait. Parce que c'est là où Scruton va déployer tout son développement pour expliquer que non, si c'est si grave, c'est que justement il y a un attentat à l'incarnation de l'autre. Parce que déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres podcasts, on rappelle que si Scruton se moque de cette vision libérale, c'est pour dire oui, elle rend pas compte de l'horreur de l'agression sexuelle réelle, et cette horreur, elle dépend d'une anthropologie qui t'explique que t'es une personne incarnée, et que donc ce qu'on fait subir à ton corps, c'est pas à ton corps qu'on le fait subir, c'est à toi, point. En fait, c'est toi qui es souillé, d'accord. C'est pas juste toi qui éprouves des sensations un petit peu négatives ou dans certaines parties de ton corps. C'est ça qui est terrible, et c'est ça qui cause la destruction physique et psychique, et c'est pour ça que beaucoup de victimes de ces agressions-là se suppriment elles-mêmes de honte parce qu'elles ont l'impression d'être souillées en elles-mêmes, en fait. D'accord ? Mais ça, c'est pas possible de le comprendre si on adopte une vision libérale qui considère que la sexualité n'est qu'un problème de sensation agréable ou désagréable librement consenti. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs attaché à bien expliquer cela dans la préface que j'ai faite au livre. C'est là mais bien sûr, symétriquement, on ne comprend pas que avec la vision libérale, on ne comprend pas non plus la beauté de l'amour, de l'étreinte amoureuse, parce qu'on la ramène à des simples sensations agréables dans des organes, alors que c'est beaucoup plus que cela, et que toute la littérature classique, quand elle nous parle de l'amour, elle parle bien sûr de beaucoup plus que des sensations agréables dans certaines parties du corps. C'est tout un ravissement de l'être entier, mais encore une fois, ce ravissement de l'être tout entier n'est pas compréhensible non plus avec la vision tout simplement libérale de on va être deux adultes qui allons s'amuser, d'accord. Autrement dit, Patrick Bruel a une vie sexuelle assez pauvre, si on peut dire ça comme ça. Autrement dit, voilà. Oui, après, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, on est à cheval sur deux notions différentes
de la valeur des interactions intimes, etc. Une approche un peu quelque part pré-1968, on va dire que c'est ça la date un peu charnière, même si peut-être que ça pourrait être un peu avant. Pour la France, on peut dire ça, ouais. Bon, la version pré-mai 68, c'est quelque part qu'il y a des personnes qui ont été outragées par des intentions ou des comportements qui caractérisaient une pensée perverse ou des choses comme ça. En gros, il avait une intention à mon égard qui n'était pas noble, et ça s'est manifesté par le fait qu'il m'a attrapé par le poignet. Et il y a la version post-mai 68, où finalement, si quelque part on a supprimé toute signification au-delà du matériel des interactions amoureuses et intimes, finalement, ok, il m'a fait mal au poignet, mais de la même manière que quand je fais mes courses, il y a un truc qui me tombe dessus, je me suis fait mal au poignet aussi, et en fait on joue un peu sur deux tableaux, c'est-à-dire que oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est même trois tableaux. Enfin, c'est-à-dire que c'est même parce que c'est pas. En fait, ce que j'essaye de dire, et je sais que ça résonne beaucoup avec ce que dit Scruton, c'est que quelque part, l'intention interpersonnelle, là, a un peu disparu du nouveau tableau, tu vois. C'est-à-dire que si c'est juste deux adultes qui se retrouvent pour se faire des sensations, il n'y a pas d'intention en fait. Et là, ce qu'on juge, c'est l'intention, tu vois, c'est mais il a essayé de me prendre avec lui parce qu'il avait une intention de peut-être me faire des choses. Là, ce qu'on juge, c'est l'intention, c'est pas l'acte lui-même en fait, c'est pas le fait qu'il lui fait mal au poignet. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Il y a un retour de l'ancienne un peu vision, effectivement. Je rappelle que chez Scruton, c'est très important. L'interaction sexuelle, on va dire correcte, c'est de comprendre les intentions de l'autre et d'y répondre avec ses propres intentions. D'accord, c'est la réciprocité du désir, autrement. D'accord, et ça, c'est proprement humain, comme l'explique très bien Scruton, c'est que les animaux ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas d'intention, justement. Il n'y a pas d'intention, ils n'expriment pas d'intention. Il n'y a que l'homme qui peut exprimer des intentions et il n'y a que l'homme qui peut comprendre les intentions d'un autre homme ou de notre femme, bien sûr. Je parle bien sûr au sens générique. Mais c'est ce jeu d'intention qui provoque une escalade du désir partagé. Mais là, justement, il faudrait comprendre en quelle mesure l'intention de Bruel serait une intention condamnable. Parce que c'est-à-dire, si son intention c'est de dire je te trouve désirable, c'est le premier pas d'une interaction qui pourrait être positive. Si la femme, et souvent je suis sûr qu'il y en a un paquet qui ont répondu favorablement à ses avances et qui ont trouvé très, très intéressant qu'il manifeste ces intentions-là. Mais là, j'essaie de comprendre sur quelle base juridique on pourrait prouver qu'il y a eu un dommage de causer à quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça tout. Enfin, moi, c'est là où la question juridique, c'est la question du dommage causé, en fait. D'accord ? Quand tu attaches une femme à un radiateur et que tu la fouettes et que tu lui fais subir des sévices pendant des semaines, la chose, elle est constatable par des médecins, on pourrait dire même objectivement, si tu veux, au-delà de traumatisme psychologique, etc. La contrainte physique, elle est prouvée. La personne, elle a été littéralement rendue à l'état d'objet et martyrisée, torturée, etc. Que l'on prenne une initiative, qu'on prenne quelqu'un par un poignet et qu'on l'entraîne dans une pièce et qu'elle se dégage et qu'elle dise non, etc. C'est pas comme si Bruel lui avait donné une baffe, exercer véritablement une violence qui lui cause une quelconque douleur physique, en fait. C'est même pas, il y a même pas le début d'une douleur physique, effectivement, et donc on juge une intention. Alors l'intention, c'est quoi ? L'intention de considérer que l'autre est un objet sexuel.
Ça, c'est là où... Justement, en fait, je pense que c'est là où, typiquement, dans ce genre d'histoire, c'est pour ça que dans le préambule que j'ai fait un peu la distinction entre les deux. Et justement, c'est celle qui n'est pas faite un peu, j'ai l'impression, dans les médias grand public. Il y a une distinction entre un viol et une tentative de viol. Et là, les deux sont amalgamés. Et en fait, la plupart des plaignantes s'appuient sur l'idée que si il a posé des petits actes comme attraper par le poignet, voire toucher sa cuisse, en fait, c'était l'annonce et le début d'une tentative de viol. Bon. Sauf que ça n'a pas trop l'air d'être le cas, parce que sinon il se serait pas arrêté. En fait, c'est ça pour moi, une tentative de viol, en fait, c'est que le viol en question n'a pas été commis parce que des conditions extérieures l'ont empêché. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, le mari entend des cris, arrive en courant, entend que ça vient des toilettes, il ouvre la porte et il surprend les deux à deux doigts de se faire violer. Bon. Et donc, là, ok, je trouverais logique de dire, effectivement, il y a une plainte pour tentative de viol. Mais quand c'est quelque chose où on pourrait se dire, finalement, en fait, c'est juste que il a flirté avec elle de manière un peu bourrine quand même, un peu lourde. Mais je veux dire, il n'y a pas... là, en l'occurrence, moi, je sais même pas comment un juge pourrait caractériser... Quelque part, la seule preuve qu'on a de ça, c'est la déclaration orale de la femme. Oui. Et je vois pas très bien comment on pourrait caractériser qu'il y a eu... un début de viol, en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans les clous de cette formulation tentative moi, il de me viol, semble en fait. À partir du moment où même il dit « je lui ai dit non et il a arrêté », moi je pense fin de l'affaire, moi je sais pas, mais je lui ai dit non, il a arrêté. Bon, est-ce que les d'authentiques violeurs à qui on a dit maintes fois non se sont arrêtés quand on leur a dit non. D'après ce que j'ai entendu des affaires sordides, c'est souvent qu'ils donnaient quelques tartes dans la gueule et qu'ils faisaient des choses beaucoup plus graves. Mais le non les avait jamais vraiment empêchés. Donc, bon, c'est pour ça qu'on verra la tournure que prendra cette affaire. Mais je trouve qu'elle est significative. Il peut y avoir des conséquences... très grave sur les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que oui, ça va encore plus paralyser peut-être les jeunes hommes pour prendre une quelconque initiative envers les filles qui les attirent, en fait, parce que quand même, quand quelqu'un t'attire, il faut bien que tu prennes des initiatives, effectivement, quand tu lui prennes notamment quand tu lui prennes la main, tu vois, c'est le truc de base des des jeunes gens qui s'aiment, oui, tiens, il m'a pris la main, il lui a pris la main, il a essayé de l'embrasser, c'est des étapes toutes simples, en fait. Bon, alors, est-ce que voilà, donc ça c'est une des conséquences, à mon avis, qui néfaste de cette histoire, c'est que ça peut encore plus séparer les hommes et les femmes, enfin en tout cas semer encore plus de suspicion, parce qu'il faudrait quand même qu'on sache comment se passerait une interaction acceptable, alors, parce que tu vois, il faudrait qu'on ait quand même un scénario. Moi j'ai l'impression que les jeunes hommes sont un peu déboussolés sur qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, a priori comme ça, tu vois, d'une façon sans que la fille en face d'eux leur prescrive, parce que ça c'est pas naturel que... Tiens, je dézoome un peu. En théorie, si on est dans un monde commun avec des règles communes, elles sont tacites, justement. Les règles communes d'une culture, justement, elles sont tacites. On sait comment on se comporte, d'accord ? On sait ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et on n'a pas besoin de le définir à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, parce que sinon ça prend trois plombes et c'est pas fonctionnel. Quand on vit dans un groupe qui partage une même culture, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que les rôles sexuels en particulier d'ailleurs, on sait ce qui est déplacé, on sait ce qui est acceptable, on sait comment on réplique, on sait comment on rétorque. Enfin, tout ça c'est un peu connu. Oui, voire même il y a des formules ou des sous-entendus qui sont évidents. Oui. Typiquement, je veux dire, tu sais, cette formule, par exemple, les gens qui font des rencontres régulières utilisent cette formule parfois. Tu veux venir chez moi prendre un dernier verre?
Oui, bien sûr, cette formule, en fait, personne n'est dupe, tout le monde comprend très bien ce que ça veut dire. Monte chez moi prendre un dernier verre, ça veut dire bon, on va voir ce qui se passe, mais a priori, on s'oriente quand même vers potentiellement une rencontre intime, un peu plus intime, tu vois. Bon, et je suppose que de la même manière, dans le milieu musical, tu veux venir chez moi essayer mon piano, ça veut à peu près dire la même chose, tu vois. Excuse-moi, hein, je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais tu vas faire. Oui. Tout comme chez des cinéastes, tu veux venir chez moi voir ma grosse caméra, ça pourrait éventuellement avoir un deuxième sens. Ou peut-être on va voir le dernier film de Godard. Ah ouais, j'ai un petit film. Tu veux voir Ma nuit chez moi, oui, d'accord, viens, allez, hop. Et typiquement, je pense qu'il y a des espaces qu'on connaît peut-être pas trop, tu vois, enfin, mais peut-être qu'il y a des geeks qui se disent tiens, tu veux venir voir ma collection de figurines et Star Wars, et en fait ça sous-entend quelque chose. Mais je suis d'accord avec toi, en fait quelque part ce qu'il n'y a pas là actuellement, c'est une sorte de définition partagée d'une interaction qui serait considérée comme absolument normale, bonne, et qui donnerait envie aux hommes et aux femmes en même temps, en fait. C'est-à-dire que soit tu as la version super crispée, un peu psychorigide, à base de non, mais on va d'abord verbaliser tout. Excuse-moi, on se connaît pas bien, mais tu voudrais éventuellement qu'on se rencontre et que tu donnes ton consentement et que je donne mon... C'est un peu crispant, en fait. Personne n'a envie vraiment de faire ça. Non, mais est-ce que... Soit t'as la version où tout le monde est cuit parce que tout le monde est un peu sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que ce truc-là aussi est devenu un peu une sorte de manière mais ça peut-être on en parlera une autre fois, parce que ça aussi c'est cet aspect ça aussi sur les aspects consentement, justement, en fait que la façon dont les femmes, j'ai l'impression qu'on considère qu'elles sont... Justement, si elles ne sont pas en état de donner leur consentement, elles ne sont pas responsables. Bah oui, mais elles sont responsables de boire ou pas. Enfin, tu vois, ça me paraît toujours deux poids, deux mesures. Quand tu es au volant et que tu causes un accident parce que tu es bourré, tu es 2 fois plus responsable, d'accord ? Tu n'es pas moins responsable parce que tu es bourré. Donc, c'est... Bon, bref, on va peut-être pas ouvrir ce dossier-là, mais en tout cas, oui, il n'y a pas... On vit une crise sûrement culturelle dans ce sens-là, une crise des rôles, de ce qui est socialement acceptable, parce que justement, à mon avis, si les agissements de Bruel ne sont que ce qu'on vient de dire de lire dans les articles, d'accord ? Si, vraiment un gros si. On n'en sait pas plus. Oui, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, peut-être qu'il y a des plaintes qui sont pas encore publiques et qui sont vachement graves. Enfin voilà. Bon. En tout cas, aussi par induction, s'il y avait des choses beaucoup plus graves, à mon avis, il les aurait dites, parce que c'est justement parce que ça aurait fait beaucoup plus vendre de papier. Mais s'ils ont trouvé que ça, c'est un comportement de goujat d'un point de vue gentleman. C'est pas un comportement de goujat d'un point de vue de libération sexuelle. C'est un comportement totalement libéral de consentement. Il dit la couleur, il dit ce qu'il veut. Il dit tu veux pas. Il y avait une fameuse chanson de Zanini, tu veux ou tu veux pas. Je sais pas si Zanini, qui était le père de Marc-Édouard Nab, un des hits des années 60. J'ai découvert ça, c'était tu veux ou tu veux pas. T'as un truc vraiment je sais pas si tu connais cette chanson, mon cher. Non, je crois que j'ai raté ça. Non. Ah bah ça c'est. Ou pas. Mais c'était déjà et ça a été. Je trouve ça c'est juste anecdotique, mais c'est intéressant comme anecdote parce que c'était un hit en France dans les années 60. Avec une chanson beaucoup de sous-entendus, bien sûr ils sont tous sexuels, parce que c'est bien sûr que tu veux ou tu veux pas, c'est clair de quoi ça parle. Et donc, mais c'est surtout, enfin moi je pense qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que ce que le consentement élude, c'est que le désir tu l'inspires en fait, d'accord. Le désir tu le déclares pas. Le désir et la volonté c'est pas la même chose. Quand tu inspires le désir et des sentiments à quelqu'un,
c'est quelque chose que enfin, si les gens ont déjà été amoureux, justement, ils savent que c'est quelque chose qui les prend aux tripes quand ils sont amoureux, quand ils sont attirés par quelqu'un. C'est pas simplement d'ailleurs c'est pas le désir d'éprouver des sensations agréables dans certains organes, justement. C'est bien là la pauvreté de l'explication dite libérale. C'est que en fait quand tu es véritablement humain et que tu as ressenti ce que c'est le désir et l'amour, c'est pas quelque chose que premièrement que tu peux verbaliser très bien. C'est quelque chose d'ailleurs qui t'empêche de bien t'exprimer. C'est quelque chose qui généralement cause un trouble de la parole. C'est bien plutôt l'embarras de l'amoureux, c'était bien connu comme thématique. Surtout chez les garçons qui deviennent gauches, qui deviennent en présence de la fille qui les trouble. Donc ils perdent tout à coup, ils perdent leur éloquence, parce qu'ils sont physiquement, physiologiquement troublés, et vice versa, le trouble de la fille amoureuse. Donc, et ce trouble-là n'est pas une question c'est pas une question de enfin, le drame du désir, c'est que c'est un trouble qui nous saisit et que parfois qu'il n'est pas forcément partagé, justement. Ça, c'est l'histoire des amours impossibles. Et il peut pas se résoudre par tu veux ou tu veux pas, tu veux pas, c'est bon, au revoir, parce que c'est toute la chanson à laquelle je reviens, c'est un appauvrissement total de ce qui se passe réellement entre personnes amoureuses, en fait. Ça suffit pour quelqu'un d'amoureux, il suffit pas de je suis amoureux, elle veut pas de moi, c'est bon, elle veut pas de moi, d'accord, ok, très bien, j'accepte, c'est comme ça, et j'arrête de me prendre la tête, je vais voir ailleurs. Non, le problème c'est que quand tu es amoureux, c'est malgré toi, c'est ça le problème, c'est malgré soi, en fait, et justement parce qu'on peut pas le décider, je vais décider d'être amoureux d'un tel, parce que ça va être plus pratique d'être amoureux de X, parce que X est libre. Tu vois, parce que donc je crois que toute cette histoire de consentement, elle est lue de. Ça ressemble quand même très fort, tout ça, du mariage arrangé aussi. C'est ça, exactement. C'est pratique parce que la fille de machin, elle cherche à trouver quelqu'un. En plus, ses parents, ça va. Je trouve qu'en termes de famille, c'est plutôt pas trop mal. Et puis ils ont une propriété à tel endroit, donc c'est plutôt pratique. Bon, moi je crois que c'est un bon deal, tu vois. et justement, en fait, la plupart des gens ont détesté ça pendant des siècles. Parce que c'était une forme, pour le coup, ils le ressentaient comme une forme de violence, en fait, qu'on niait leur aptitude à avoir des sentiments authentiques, en fait. Ouais, donc le consentement, ça, on arrive à être la fin finalement de l'amour véritablement vécu, en fait, parce que c'est ça tout le si c'est ça l'horizon de la vie sexuelle des adolescents d'aujourd'hui ou des jeunes hommes, jeunes femmes d'aujourd'hui, moi ça m'étonne pas qu'il y ait plus d'érotisme, qu'il y ait plus d'amour, qu'ils soient tous en train de vivre à l'écart et de jouer aux jeux vidéo, en fait. Mais bon, c'est pas... tu l'as peut-être vu cette photo, vidéo là de jeunes qui voulaient pas d'enfants et chacun ils jouaient ensemble à la PlayStation et en fait ils t'expliquaient qu'ils trouvaient ça super de ne faire que de jouer à la PlayStation et qu'ils voulaient pas surtout s'encombrer d'avoir des enfants. Oui, non, mais c'est certain que c'est un encombrement, mais on est des adultes à la hauteur des responsabilités que l'on prend, pas à la hauteur des choses que l'on évite. Écoute, on va finir sur cette note petersonienne, parce que je te sens parti là pour... Non, mais ça suffira pour aujourd'hui. Écoute, merci encore une fois à tous ceux qui nous ont soutenus pour la campagne
2026, donc l'héroïsme et ses coûts. On peut vous dire qu'on va bien investir aussi pour l'an prochain. Il y a des beaux titres en préparation, on vous en parlera en temps utile. Donc tout ça, c'est magnifique. On est vraiment ravis que vous nous ayez soutenu à cette hauteur parce que ça nous donne la sécurité pour faire de bons livres. N'oubliez pas le Club Carmin. On mettra les liens en dessous. Écoutez, et nous, on vous dit dans 2 semaines, non, mon cher Ouais, c'est ça, on part sur ça. Allez, bon bah, à bientôt. À bientôt.